Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire qui débriefe toute l'actu des Canaries. Actualité compliquée justement en ce moment pour le FC Nantes, on va tenter quand même ce soir de débriefer tout ça dans la bonne humeur avec nos deux consultants qui se sont bien évidemment régalés dimanche devant ce superbe spectacle offert à la Beaujoire. Nassim Badri, ancien joueur du FC Nantes et nouveau champion du quiz. Bonsoir Nassim. Bonsoir à vous. Tout va bien hors foot ? Écoutez, on se porte bien. En face de vous aurez ce soir Mathis Weber, journaliste à Fun Radio Atlantique. Bonsoir Mathis. Bonsoir Maxime. Vous êtes prêt à enfin gagner un quiz ce soir, casser cette malédiction? Ben ouais, je crois que je suis aussi performant que le FC Nantes sur le terrain, sur les quiz ici, donc faut que je progresse. Affaire à suivre, on verra ça tout à l'heure. Au sommaire ce soir, dans le dossier, on parlera d'Ahmed Kantari. Qu'a-t-il changé depuis son arrivée? Peut-il vraiment sauver les Canaries de la relégation? On en parle tout à l'heure, il y aura aussi les top flops, mais d'abord place au débrief, c'est parti. Tout ça pour ça, la semaine de stage en Espagne n'aura pas eu l'effet espéré pour les hommes d'Ahmed Kantari. Une semaine après la défaite face au Paris FC, le FC Nantes s'est fait corriger contre Nice 4-1 ce dimanche. Une humiliation de plus à la Beaujoire face à une équipe qui n'avait pourtant plus gagné en Ligue 1 depuis 3 mois. On revoit tout ça en images, avec une entame de match chaotique de la part des Canaries qui vont céder dès la 16e minute sur la première frappe niçoise de la partie. Servi à 25 mètres du but, Mohamed Ali Chaud trompe Anthony Lopez et ouvre le score. L'attaquant des Aiglons va même s'offrir un doublé à la 29e après ce centre de Sanson coupé au premier poteau. 2-0 et le calvaire ne va malheureusement pas s'arrêter là. Après ce ballon repoussé en catastrophe par Tati, Diop alourdit la marque à 3-0. Si Mostafa Mohamed réduira le score de la tête peu avant la pause, le mal est fait à la Beaujoire. En tribune, la tension monte à la mi-temps. Certains supporters de la Brigade Loire tentent d'envahir la pelouse avant d'être repoussés par la sécurité. Ils quitteront finalement le stade en début de deuxième période, laissant une partie de la tribune vide. Malgré plusieurs occasions au retour des vestiaires, les Canaries craqueront une nouvelle fois dans le temps additionnel. Score final 4-1 et une très mauvaise opération dans la course au maintien. On écoute tout de suite quelques réactions d'après-match. 30 premières minutes lamentables où on a pris un rouleau compresseur face à nous. Tout ce qu'ils arrivaient à faire, enfin tout ce qu'ils ont essayé de faire, le réussissaient. On a été il y avait trop d'espace. Après, voilà, à 3-0, quand tu commences à jouer le match à 3-0, ça devenait très compliqué. On est tous frustrés du résultat, de la prestation de l'équipe, tous les uns comme les autres. On a chacun notre responsabilité dans cette défaite, du moins dans ce désastre. Un désastre selon Mathis Sabline, une première demi-heure lamentable pour Anthony Lopez. Messieurs, question habituelle, sur 10, quelle note mettez-vous aux Canaries après cette défaite? Alors la semaine dernière on était à 2,5 je crois. On va se rapprocher du 0 là. On va dire 1. 1 sur 10, ouais. On peut pas être beaucoup plus généreux, hein. Je partage l'avis de Nassim, oui, 1,5 parce qu'il y a eu un but, allez, mais franchement pas grand chose de plus, ouais. C'est la pire prestation depuis le début de la saison? Je crois on n'a jamais... C'est difficile d'établir une hiérarchie entre toutes les prestations cette saison, mais assurément celle-ci fait partie des pires. Une nouvelle humiliation à la Beaujoire, je crois qu'il fait très mal aux têtes sur un match ô combien important pour la suite de la saison, et malheureusement les perspectives pour le FC Nantes s'assombrissent. C'est peut-être la pire au sens où il y a eu des matchs où on s'est ennuyé et où ce qu'on a vu sur le terrain était franchement médiocre, mais là en plus il y a le score, donc ouais c'est peut-être le pire match du FC Nantes à domicile cette saison. Avec donc 3 buts encaissés sur 3 tirs cadrés, le tout en 24 minutes. Est-ce qu'on peut dire que Nantes a oublié de défendre sur ce match et c'est là le principal problème? Sur ces matchs en tout cas on a senti une vraie fébrilité défensive. Alors c'était déjà le cas ces dernières semaines, mais particulièrement sur ce match on a senti qu'à chaque percée niçoise il y avait un danger de but et des percées qui n'étaient pas forcément dangereuses depuis non, d'abord. Les Niçois étaient à l'aise, jouaient leur match, maîtrisaient le match et sans trop forcer en fait parvenaient à pénétrer dans cette surface, à centrer et à trouver un joueur à 11 mètres qui finit en fait tranquillement face à Lopez. Et encore une entame catastrophique des Nantais une semaine après le Paris FC. Ouais, encore une entame très très difficile, et puis on sent vraiment une difficulté dans l'animation, que ce soit offensive et défensive, vous venez de le dire, au sens où on a du mal à comprendre ce qui est souhaité par le coach. On a le sentiment que les joueurs sont pas forcément très au clair non plus sur leur positionnement. Après, Nice a eu de la réussite parce que, comme le dit Anthony Lopez, effectivement tout ce qui était tenté était réussi, mais non, il y avait clairement un souci dans l'animation défensive sur le début de match. Ça me rappelle le Paris FC où on voit tout de suite sur le début de match
match que au milieu ça va pas fonctionner. Ça paraît évident et il met 40 minutes à mettre Cantari à changer ça. Donc il y a quand même un souci dans cette animation globale. La réussite niçoise en effet qu'on va voir sur le momentum du match, parce que vous allez le voir, au niveau des statistiques, il n'y a pas forcément une grosse domination niçoise. Nantes a eu le ballon même 56% du temps. Nantes a plus frappé au but, 20 fois à 7, 5 tirs cadrés à 4 également, et pourtant ça fait 4-1 au score final. Nassim, comment on l'explique ? C'est dans l'engagement, c'est dans l'état d'esprit que ça n'a pas marché. Des tribunes, en tout cas, on sent une forme de résignation chez les joueurs. Et voilà, dès que Nantes concède l'ouverture du score, voilà, on sait à peu près que le match est terminé. Et ça s'est encore confirmé hier à la Beaujoire. Nice a ouvert le score à la 15e minute. Et ensuite, voilà, on sentait vraiment les Nantais sur le point de céder à chaque offensive niçoise. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, très vite, il y a eu 3-0. Et comme l'a dit Anthony Lopez, à ce moment-là, le match il est quasiment terminé. Je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce mot résignation, parce que c'est tout ce qu'on a ressenti en regardant ce match. Certaine fatalité, moi aussi. Fatalité, très peu de vent de révolte, voire pas du tout, très peu de joueurs, on y reviendra plus tard. Quand on les écoute à la fin du match, c'est le sentiment qui prédomine également. On avait l'habitude de voir. Comment c'est possible ? Ils étaient en stage cette semaine, en stage de cohésion en Espagne. Ils étaient censés travailler tout ça, l'état d'esprit, la solidarité. Comment c'est possible, là, juste en revenant, de voir ça ? C'est un constat d'échec. Là, de voir ça après 5 jours de cohésion, justement, c'est quand même un constat d'échec, de voir que les joueurs, finalement, il n'y a personne qui est encore capable de prendre le rôle de leader à ce moment-là, d'emmener son équipe avec soi et d'essayer d'instaurer un vent nouveau. Après, justement, une volonté de partir ensemble plusieurs jours. Enfin, c'est un constat d'échec. Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui arrivent à fonctionner ensemble dans cette équipe ? On peut s'interroger maintenant. Nassim, avec votre vécu d'ancien joueur, ces stages-là, ça peut marcher ? Non, je trouve qu'on en fait un peu trop avec ces stages de pré-saison à l'extérieur, le fait de vivre. En fait, la vie de vestiaire, ça se passe justement à l'intérieur du vestiaire, au quotidien, avant les entraînements, après les entraînements. Est-ce que les joueurs s'entendent ? Ça se force pas, ça se décrète pas. On ne force pas l'entente entre les joueurs. Il faut absolument, et dans toute équipe en bonne santé, je dirais, il y a toujours quelques leaders sur le terrain, évidemment, mais aussi des leaders de vestiaire. Et j'ai la sensation qu'il y a un lien dans cette équipe qui ne se fait pas. Et en tout cas, les joueurs ne donnent plus la sensation, puisque sur les premiers matchs de la saison, malgré les résultats défavorables, voilà, j'avais la sensation de voir quelque chose. Là, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu avec cette équipe, qu'on sent livrée à ses adversaires sans défense, quoi. Ce qui a fait la différence aussi, c'est sans doute le manque de justesse technique. On l'a vu sur ce match, je ne sais pas si vous avez vu passer la stat, j'en reviens toujours pas, 179 ballons perdus côté nantais. C'est quand même dramatique là. Oui, avec des joueurs particulièrement ciblés. Je crois que c'est Mathieu Sabine qui perd énormément de ballons. On a 24 pour Cabella, 22 pour Ablin, 21 pour Le Penant, 18 pour Sissoko. Je vais pas tous vous les faire. Mais effectivement, quand on voit que dans le cœur du jeu, il y a autant de ballons perdus, vous venez de citer au moins 2 milieux là sur le top 3 des joueurs qui ont perdu un maximum de ballons. C'est quand même inquiétant, quoi. C'est quand même inquiétant parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi peu précis, que ce soit à la récupération, que ce soit sur la distribution du ballon après. Et tout ça, on a vraiment le sentiment, en tout cas, quand on regarde ça avec un œil d'analyse, que ça part du fait que les joueurs n'arrivent pas à jouer ensemble, que cette animation, elle ne fonctionne pas, et ça devient vraiment perceptible. Mais c'est vrai que ça, elle est affolante. Des joueurs peu inspirés, un entraîneur pas beaucoup plus. Le premier changement a été initié à la 81e, messieurs, sur ce match. Il y a eu seulement 2 changements au total. Alors pourquoi cet attentisme malgré l'urgence de la situation ? On a posé la question à Ahmed Kantari, écoutez-le. Pour faire des changements, c'est pour apporter quelque chose de plus. Aujourd'hui, on avait l'intention de garder deux points de devant. Ensuite, on a fait rentrer Youssef pour pouvoir garder de la présence dans la surface. Donc le seul avant-centre que l'on avait sur le banc, on l'a fait rentrer. Le seul avant-centre qu'on avait sur le banc, on l'a fait rentrer. Alors il y avait quand même Ganago, il y avait quand même le jeune Koné, il y avait aussi Guirassy. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là en nous disant ça, Ahmed Kantari ? Il est toujours pas content de son effectif ? Peut-être qu'il se déresponsabilise un peu en pointant les faiblesses de son effectif. Maintenant, c'est vrai que le scénario du match était catastrophique pour Nantes et on pouvait s'attendre à des changements, ou en tout cas une tentative de changer la physionomie de ce match. Alors, il y a eu un changement de système, en effet, ils sont passés à 2 attaquants, mais c'est vrai que c'est tout, quoi. Oui, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les remplaçants n'ont rien changé sur ce match. C'est pas nouveau, on sait que cet effectif a des limites. Ouais. Maintenant, je considère aussi que c'est le rôle de l'entraîneur d'apporter quelque chose, notamment dans l'animation, pour essayer de créer quelque chose sur les matchs. Oui, et puis on s'était déjà interrogé après le match contre Marseille, quand au match suivant, il réaligne pas un effectif plus ou moins similaire. On se dit que c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir une continuité, pour avoir quelque chose. Et là, maintenant, on a le sentiment qu'il essaye de construire
un 11 type. Là, on voit que ça ne fonctionne pas, et pour autant, il attend autant pour faire ce changement. Donc effectivement, il y a peut-être une ligne conductrice qui est pas très claire pour Ahmed Kantari. L'autre enseignement de ce match, messieurs, c'est le ras-le-bol des supporters qui s'accentue. On l'a dit tout à l'heure, la tension est montée d'un cran en tribune, notamment après le but du 3-0 pour les Niçois. Certains supporters ont ensuite quitté le stade dès le début de la deuxième période en signe de protestation. Ça restera évidemment une des images fortes aussi de ce match, Nassim, ces supporters qui quittent le stade à la 46e minute, je crois. Ouais, je pense que c'était une volonté de la part des supporters de montrer le mécontentement en attendant la mi-temps, puisque ça s'est déroulé pendant la mi-temps. Et c'est plutôt une bonne initiative, l'image est forte. Oui, elle est forte. Maintenant, je pense que, attention, s'ils avaient vraiment voulu pénétrer sur la pelouse, ils l'auraient fait. Là, c'était juste histoire de montrer, je dirais, de façon visuelle le mécontentement. Et en deuxième mi-temps, encore plus, en libérant la moitié de la tribune. On voit qu'il y a eu un message qui a été massivement relayé où ils disent effectivement qu'ils sont pas sûrs de revenir sur les matchs suivants, donc à voir aussi si c'est une réaction à chaud ou comment ça va se passer. Mais peut-être que dans les matchs à venir à la Beaujoire, on va pas avoir une ambiance comme on a l'habitude d'avoir. Ouais. Affaire à suivre. En tout cas, il y a quand même des supporters qui sont restés jusqu'au bout pour voir ce match. Comment ont-ils vécu cette rencontre? Croient-ils encore au maintien en Ligue 1? Je suis allé leur poser la question avec mon petit micro à la sortie du stade. Écoutez. J'ai plus de mots pour dire ce qui se passe dans le stade là. Le 3-0 à la mi-temps, c'était imbuvable. On commence à avoir l'habitude. 4-1, le score est lourd, mais la descente en Ligue 2 est proche, très très proche. Je suis supporter de la première, ça n'a jamais été comme ça. Là, il va falloir se réveiller, mais là il reste 15 matchs, mais ça va être chaud. On a l'impression qu'il y avait un peu de suffisance. On n'a pas l'impression qu'ils se donnent pour le club, enfin l'institution, quoi. Le désarroi des supporters nantais, on ne peut que les comprendre. Regardez le classement à l'issue de cette 19e journée de championnat. Le FC Nantes toujours barragiste, mais désormais à 6 points du Havre, le premier non relégable. 14 points au compteur seulement pour les Nantais en 19 journées. C'est le pire bilan, tout simplement, de l'histoire du club en première division. Messieurs, question simple, est-ce que vous y croyez encore, vous, au maintien en Ligue 1 ? Je vais rester sur ce que j'ai dit ces dernières semaines à ce micro. Non, moi je suis très pessimiste pour cette équipe, y compris pour le barrage, même si il semble que le barrage soit le seul salut pour le FC Nantes pour se maintenir en Ligue 1. Mais voilà, compte tenu des performances de l'équipe, et y compris des confrontations directes face à OCR MS, franchement j'ai vraiment du mal à voir comment le FC Nantes pourrait s'en sortir. Et malheureusement, voilà, à force de flirter avec la relégation, on finit par y aller, quoi. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe a tous les symptômes d'une équipe qui pourrait descendre en Ligue 2 en fin de saison. Je rejoins Nassim sur le fait qu'aujourd'hui, la seule issue salvatrice, c'est un barrage réussi. Ouais. Là, on a quand même peu d'espoir de voir cette équipe terminer à une place qui lui évitera de passer par ce barrage. 6 points, ça paraît énorme, parce qu'aujourd'hui, le FC Nantes est à 3 victoires sur le début de saison, jusqu'à la 19e journée. Ouais. Ça veut dire qu'il en faudra au moins autant pour finir 15e et espérer des contre-performances des équipes concurrentes. Là, ça devient très très compliqué de passer par autre chose. Moi, j'avais dit que j'étais plutôt confiant pour une 14-15e place il y a quelques semaines. Là, de plus en plus, on est obligé de constater que ça va être très compliqué. Allez, on termine cette première partie avec une bonne nouvelle quand même, messieurs, avec la qualification des joueuses du FC Nantes pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les jaunes et vertes qui se sont imposées 5-0 face au Mans FC samedi au stade Marcel Sopin. Le tirage au sort des quarts aura lieu début février. On suivra ça évidemment avec attention. On passe à la suite, c'est l'heure des top flops. Et comme chaque semaine, c'est par les tops qu'on commence. Et pour mon plus grand bonheur, vous en avez quand même identifié 2 cette semaine. On commence par le vôtre, Nassim. Il s'agit de l'attaquant Mostafa Mohamed, demi-finaliste avec l'Égypte à la CAN et buteur pour son retour. Ouais, je pense que s'il y a un joueur, enfin à mon sens, moi qui étais au stade à sortir un peu du lot, c'était pas non plus très flamboyant, mais voilà, au moins dans l'état d'esprit, je l'ai senti moi vraiment mobilisé pour le maintien. Il y a ce but qui a maintenu, on va dire, les espoirs du FC Nantes en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est le seul joueur à ressortir pour moi parce qu'il était présent dans l'état d'esprit et j'ai aimé ça de sa part. 42 ballons touchés, 6 tirs, 2 tirs cadrés aussi pour Mostafa Mohamed, un poteau aussi en deuxième période. Il a l'avantage par rapport à Youssef El Arabi de jouer un peu plus haut sur le terrain, c'est un point de fixation qui reste plus haut. Youssef El Arabi, on en a parlé, compte tenu de ses carences athlétiques, est obligé de décrocher, et donc on le touche dans la zone médiane, et en plus c'est
très compliqué de le trouver dans la profondeur. Mohamed a cet avantage-là par rapport à El Arabi. Et précieux dans le domaine aérien. C'est d'avoir des jambes, et en plus c'est un attaquant, vous pouvez discuter avec n'importe quel défenseur, qui pèse véritablement sur les défenses. Il est au contact, il est là, il gêne le défenseur, il n'a pas peur de tirer le maillot, il y va, et je pense que ça va être un joueur clé pour potentiellement arracher le barrage. On enchaîne avec votre top à vous, Mathis, et cette semaine, votre top, c'est Johan Le Penant. C'est Johan Le Penant que vous avez voulu mettre à l'honneur, le milieu de terrain nantais qui évoluait sur le côté droit de l'attaque. Oui, on a identifié deux tops, on a été un peu aidé pour devoir en identifier un deuxième, mais parce que Le Penant, c'était pas une évidence. Non, j'ai choisi Le Penant parce que ce que je disais, en fait, c'est pas nécessairement pour sa performance sur le terrain, c'est pour son état d'esprit. C'est l'un des seuls, avec Mostafa Mohamed, peut-être, qu'on n'a pas senti 100% résigné, qu'on a senti, c'est des petits gestes, c'est des petites choses, mais qu'on a vu courir pour aller chercher un ballon pour relancer sur une touche, mais des petits signes qui montrent que lui, il n'a pas renoncé à aller chercher le match nul, qu'il n'a pas renoncé à la course au maintien, parce qu'on a senti tellement de résignation sur l'intégralité quasiment de cette équipe que ça fait du bien de voir des comportements comme celui-ci. Sur le terrain, il a toujours une grosse débauche d'énergie. Maintenant, effectivement, ça a été quand même limité sur sa performance globale. Merci Mathis, on passe au flop et on commence avec un ancien habitué de cette haute distinction, le défenseur latéral gauche Nicolas Kozza. Nassim. On va faire rapide. En toute transparence avec les téléspectateurs, à la base j'avais choisi un autre joueur, mais il faut. Nicolas Kozza, il est certes dans l'état d'esprit, ça on peut pas lui reprocher, mais il y a trop de limites pour ce niveau-là. Il se fait dribbler facilement, athlétiquement. Enfin, il est pas rapide, il se fait prendre dans le dos, il se fait dribbler facilement. Les buts viennent souvent du côté gauche, malheureusement. Cette saison, parce que l'année dernière, c'était pas tout le temps le cas. Ouais, en l'occurrence, cette saison, le FC Nantes réalise la pire saison de son histoire, et malheureusement, Kozza montre ses limites. C'est pourtant un joueur que j'apprécie, mais il faut aussi admettre les limites des joueurs. Moi, je partage l'avis de Nassim, c'est qu'on en vient à s'interroger sur ses qualités intrinsèques, et c'est là où ça nous interroge, c'est qu'on en vient à se demander si vraiment il a le niveau pour jouer dans cette équipe en ce moment. Et pareil, c'est pourtant un joueur qu'on apprécie, mais voilà. On termine avec vous justement, Mathis, et votre flop cette semaine, c'est le jeune défenseur central Tillel Tati, l'une des promesses pourtant de ce début de saison. Oui, parce qu'on est obligé aujourd'hui de le juger comme les autres joueurs de l'équipe, au sens où c'est un joueur qui devient quasi indiscutable, en tout cas sous Cantari, parce que sous Castro, il commençait... C'est le troisième joueur le plus utilisé depuis le début de la saison. Voilà, sous Castro, on sentait quand même qu'il commençait à pu être titulaire indiscutable, mais là, depuis le retour de Cantari, effectivement, il a repris ce poste-là, donc on le juge à la même valeur, et beaucoup trop de manque d'assurance, notamment sur les relances. On le sent très friable, on le sent pas serein, défensivement, beaucoup de gestes ratés. Là, il coûte le troisième but sur une relance plein axe qui ne doit pas avoir lieu. Mais c'est trop. C'est-à-dire que ça revient trop souvent. Il a des qualités intrinsèques, ce joueur, pour le coup, mais il y a encore trop de manque d'assurance. Merci beaucoup, messieurs, pour ces top flops express. On passe au dossier de la semaine. Ahmed Kantari peut-il vraiment sauver les Canaries de la relégation ? Arrivé mi-décembre pour remplacer Luis Castro, l'ancien adjoint d'Antoine Comboiré avait pour mission de redresser l'équipe après un début de saison décevant. Qu'en est-il un mois et demi après ? On dresse un premier bilan ce soir dans Nantes Foot. Et avant de lancer le débat, on va revoir les résultats du coach Kantari depuis son arrivée. Défaite 4-1 sur la pelouse d'Angers, on s'en souvient pour son premier match. Victoire de prestige. Ensuite 2-0 sur la pelouse de l'OM. Et puis c'est donc ces deux dernières défaites à domicile en Ligue 1 contre le Paris FC et contre l'OGC Nice, deux concurrents directs pour le maintien. Ça fait 3 points pris, messieurs, sur 12 possibles en championnat. Comment vous jugez cette première séquence Kantari ? On est obligé de s'interroger après ce premier bilan que vous venez de dresser sur la taille du costume pour Ahmed Kantari. Je reviendrai surtout, et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, sur ce match du Paris FC où je trouve vraiment qu'on a constaté quelque chose d'inquiétant au sens où il y avait des évidences tactiques, notamment au milieu, où il ne fallait pas jouer avec 5 défenseurs et 2 milieux, 3 attaquants face à cette équipe-là, parce que c'était évident qu'au milieu ils allaient prendre le bouillon. Il a mis 40 minutes avant de changer ça et de s'en rendre compte. Et c'est à partir de ce moment-là où moi, il s'est opéré quelque chose, je me suis dit, effectivement, peut-être que le costume est un peu grand et que c'est pas l'homme de la situation. Maintenant, il y a eu cette victoire à Concarneau, il y a eu quand même des choses... Ce fait d'armes à Marseille. Ce fait d'armes à Marseille, contre une équipe qui joue à 9 quand même, faut le dire, mais il y a quand même cette victoire-là. Mais il y a une vraie inquiétude sur sa capacité à être le maillon fort d'une équipe qui se relève. Et voilà, je pense qu'il est quand même... On
sait que le père Keita, aujourd'hui, il n'a plus en odeur de sainteté, il le dit. Donc je suis pas sûr qu'il ait un avenir long aujourd'hui sur le banc du FC Nantes. Nassim, votre regard à vous sur ces débuts d'Ahmed Kantari, qui est un jeune entraîneur, on le rappelle. Oui, après, on se doit d'être objectif dans la critique. Pour l'instant, le résultat comptable, il est très mauvais. En effet, il y a cette victoire à l'OM, mais qui a relativisé dans la mesure où Nantes s'est retrouvé très rapidement en supériorité numérique, même si on n'enlève pas les 30 premières minutes qui avaient été aussi bonnes. Et en deuxième mi-temps, Nantes s'est fait tourner aussi par l'OM à 9 contre 11. Mais le reste des résultats, voilà, c'est très inquiétant. Il parlait justement de remobiliser l'équipe au niveau psychologique, avec une volonté de revenir entre guillemets aux fondamentaux, avec l'engagement, c'est son mot. Un engagement athlétique. Ce qu'on constate, c'est que l'équipe est de plus en plus friable défensivement. On sent une résignation quasi générale dans cette équipe. Donc j'ai vraiment du mal à voir pour l'instant ce qui peut apporter. Et en effet, le costume semble, en tout cas pour l'instant, trop grand pour lui. C'est vrai que la grosse différence avec Luis Castro, le FC Nantes perdait déjà avant, le FC Nantes perd encore, ça n'a pas changé, mais avant le FC Nantes prenait pas 4 buts comme ça 2 fois contre le Paris FC et contre Angers. Oui, effectivement, il y a cette friabilité défensive, et moi je reviens encore, comme le dit Nassim, mais je crois que c'est vraiment le mot sur lequel il faut appuyer. Il n'y a pas ce déclencheur, il y a vraiment cette résignation. On attendait d'un changement de coach, est-ce qu'on attend un changement de coach ? Il n'y a pas eu d'électrochoc, voilà, on attendait vraiment ça. Quand il y a un changement de coach, il doit se passer ça. Il doit vraiment se passer cet électrochoc, et là il n'a pas eu lieu. Alors, on a cru qu'il avait eu un petit peu lieu contre Marseille. Pardon, c'est vrai que j'ai été critique. C'était l'adjoint de Antoine Comboré. Moi, j'ai été critique contre Antoine Comboré, mais au moins on pouvait pas lui reprocher. L'équipe jouait à l'image de son discours. Donc il n'y avait pas de surprise, et voilà, le spectacle était comme le produit qu'on nous vendait. Là, on nous vend un produit et c'est pas du tout ce à quoi on assiste. On est sur une équipe qui est complètement amorphe. Il se passe rien. Il subit ses matchs. Voilà. Après, c'est la situation. Oui, bien sûr, il arrive dans un bourbier, c'est très compliqué pour lui. J'imagine que lui, il y voyait une opportunité pour lancer sa carrière en se disant qu'il y avait peut-être la possibilité de sauver Nantes. Mais donc, voilà. Rapidement, vous pensez que ces jours sont déjà comptés ou pas, Ahmed Kantari ? Honnêtement, je suis même surpris qu'ils soient encore en poste ce soir. On sait très bien que quand Valdemar Kita souhaite qu'un coach soit sur le départ, il lui reste pas longtemps. Visiblement, c'est plutôt Franck quand même qui prend les décisions ces derniers temps. Et Franck, lui, a l'air de vouloir lui laisser encore un peu de lest. Donc il y a quand même cette interrogation-là, mais quand même, quand le père généralement souhaite qu'un après, voilà, peut-être qu'il prospecte déjà des éventuels successeurs et qui n'ont pas encore trouvé. Et signe de la crise actuelle, en tout cas, on a appris tout à l'heure que la soirée partenaire du FC Nantes était annulée cette semaine. Donc c'est pas un petit signe, ça. C'est pas un petit signe. Affaire à suivre, en effet. Rapidement, un point calendrier sur les prochaines semaines pour le FC Nantes, avec donc le prochain match, ça sera samedi sur la pelouse du Moustoir face au FC Lorient, réception de Lyon. Ensuite, déplacement à Monaco. Et pour finir, le 22 février, réception du Havre. Ça y est, messieurs, on a fait le tour de l'actualité nantaise. On va s'amuser maintenant avec un petit quiz. C'est mon moment préféré. Le moment préféré que Mathis attend depuis le début de l'émission, évidemment. Le thème cette semaine, c'est la première partie de saison du FCN. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez bien suivi cette saison. Vous êtes assidus, je n'en doute pas. Je ne me prononce plus, moi. Une bonne réponse, un point. Et on J'ai vu tous les matchs, donc normalement ça devrait. Ah, ça, moi aussi. Oui. Après, il peut y avoir des pièges. Combien de messieurs, première question, elle va apparaître sur votre écran également si vous voulez jouer, chers téléspectateurs. Combien de défaites le FC Nantes a-t-il concédé à la Beaujoire depuis le début de saison ? 5, 7. 7, un point pour Nassim, 7 défaites en 10 matchs pour les Canaries. Je sais que Nassim est rapide, donc j'essaye de prendre le Pire équipe du championnat à domicile, le FC Nantes. Quel Nantais, messieurs, deuxième question, quel Nantais a eu le plus de temps de jeu depuis le début de la saison ? Lopez, Mathis Sabine ? C'est aucun des deux, c'est un record en championnat. Il fait partie des joueurs du championnat qui ont le plus joué. Il n'est pas forcément évident, mais il est tout le temps là. Kelvin Amiens, absolument. Il a joué tous les matchs, toutes les minutes finalement. Il n'est jamais sorti, il a joué toutes les minutes depuis le début de la saison. 1710 minutes pour Kelvin Amiens devant Lopez et Tilel Tati en 3e position. Égalité, messieurs, un partout. Quel Nantais a été le plus averti depuis le début de la saison ? Le Penant. Nico Kozza. Toujours pas, je vous laisse une deuxième chance. Chilo, un deuxième.
Shidozi Awaziem, il est en forme ce soir, Mathis. C'est peut-être son Ce serait quiz. pas la surprise là où tu vas. C'est peut-être son moment, Mathis. Je sais qu'on le regarde, au Cellier notamment. Oui, je me fais chambrer, donc j'ai la pression. Et il a tout intérêt à bien figurer ce soir. On enchaîne avec une nouvelle question. Quel joueur est le plus entré en jeu depuis le début de la saison? Mustafa Mohamed. Ce n'est Youssef pas El Arabi. Mustafa Mohamed, ce n'est pas Youssef El Arabi. Youssef El Arabi a été beaucoup Guirassy. titulaire. C'est pas Guirassy, on les attend pas forcément. Ça peut être des petites entrées en jeu. Ils sont deux. À avoir le même nombre d'entrées, 9 entrées chacun. Au milieu, peut-être. Il y a un milieu, il y a un attaquant. Un ailier. Benatab a beaucoup rentré au début, mais. Non, vous les avez pas? Non. Eh bien, c'était Amadi Camara, 9 entrées, et Bamed Duff, 9 entrées aussi pour le jeune Bamed Duff. Allez, cette question peut-être pour vous départager, ce sera la dernière, je pense. Quel est le seul Nantais, messieurs, à avoir pris un carton rouge cette saison? Duff. Non. Mustafa Mohamed. Ce n'est pas Mustafa Mohamed. C'était face à Lyon, vous en souvenez pas? Tabibou. C'était pas Tabibou, c'était Junior Mwanga pour un pied haut face à Lyon. Vous vous souvenez sans doute de cette image. En tout cas, le score, Mathis l'a emporté. Voilà, deux bonnes réponses à une. Bravo Mathis pour cette première victoire. Félicitations. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir regardé. Je vous rappelle le prochain match des Canaries. Ça sera donc samedi à 19h sur la pelouse du Moustoir face à Lorient. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée sur Télé Nantes.